Monsieur Fawzi Moualek, bonjour. Bonjour Madame Souila Lachmi et bonjour à nos amis auditeurs. Alors l'Algérie fait face à une guerre de drogue, déclaration de Brahim Merred, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, une guerre qui exige aujourd'hui la mobilisation de tous les moyens déployés par la DGSN sont conséquents face à l'ampleur de ce phénomène. C'est vrai Madame. Face à cette ampleur de ce phénomène qui touche pratiquement toutes les sources, qui menace même l'existence de tissu sociétal, la DGSN n'a pas lésé sur les moyens. Elle a tout le temps œuvré, avec la coopération, bien sûr, en coopération avec nos partenaires sur le terrain, c'est-à-dire pour essayer de freiner et de lutter contre tout ce sort de trafic qui devient de plus en plus lucratif, eu égard à tous les maux de la société qui existent chez nous. Alors, au vu des opérations de saisie, ce qui inquiète le plus aujourd'hui par rapport à ce phénomène de la drogue qui prend de l'ampleur, c'est le nombre d'affaires traitées ou le nombre de personnes impliquées, Monsieur Moualek. Justement, il a été enregistré durant l'exercice du premier trimestre 2023. Il a été enregistré le traitement de 32 742 affaires liées au trafic et l'usage illicite de drogue, ayant conduit à l'arrestation de 37 352 individus durant ce premier trimestre, comme j'ai déjà dit. Donc ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est le nombre d'affaires traitées et le nombre de personnes impliquées. C'est la question que je vous ai posée, Monsieur Mouaf. Bien sûr, Madame. Si on s'est mis à comparer entre les années précédentes, ce chiffre qui a été enregistré durant cette première activité, dans ce premier exercice, est pratiquement le double de celui qui a été enregistré en 2018, en quelque sorte. Donc vous voyez un petit peu, il y a vraiment un truc effarant en matière de stupéfiants. C'est-à-dire il y a vraiment des affaires qui ont été traitées vraiment, surtout ces derniers temps. On voit avec la dynamique insufflée par monsieur le directeur général de la Sûreté nationale, notamment en matière de réorganisation des services de police chargés de la lutte, et en mettant en place aussi une panoplie de motivation qui touche directement les services de lutte, ce qui a conduit par exemple à cette synergie et cette dynamique enregistrée ces derniers temps dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Les nombres des quantités saisies, il est aussi important, Monsieur Fawzi Moualek. En matière de psychotropes, oui. Par exemple, il a été récupéré durant ce trimestre une quantité équivalente à 3 501 57 comprimés. Vous voyez la dernière prise qualitative qui a été opérée par nos services, où il a été récupéré 1 400 000 comprimés. Donc c'est quelque chose. Et c'est-à-dire la prépondérance du produit de ce genre de drogue est due par exemple à la facilité d'acquisition et à leur prix qui est à la portée du commun des mortels. Donc c'est-à-dire il n'est pas onéreux par rapport en comparaison aux autres drogues. Donc, en quelque sorte, ce qui vous inquiète le plus actuellement, c'est la circulation des psychotropes, alors qu'on parlait à un moment donné aussi de la vente de la cocaïne et de l'héroïne. Et bien sûr, de la résine de cannabis. Bon, la résine de cannabis qui est tout le temps, c'est elle qui domine le marché actuel depuis quand même belle lurette. Et les drogues dures présentées par la cocaïne, eu égard, c'est-à-dire à leur prix onéreux, donc c'est pas à la portée. Il n'y a qu'une seule, c'est-à-dire généralement, elle cible une certaine catégorie de personnes qui ont les moyens de s'en acquérir. Donc la cocaïne, vous voyez par exemple la quantité qui a été récupérée, il a été récupéré 14 kg 549
grammes de cocaïne, 14 kilos, donc par rapport aux autres drogues comme la résine de cannabis, c'est vraiment dérisoire. Et s'agissant des opiacés et de l'héroïne, il est de moindre aussi, il a été récupéré 1 seul kilo. Et c'est-à-dire ce genre de drogue est consommé généralement, c'est-à-dire n'est pas répandu chez nous. Elle a été récupérée auprès de quelques sujets subsahariens, donc quelques sujets subsahariens. Alors, quand on va vers l'analyse, par exemple, criminelle, des données que vous communiquez ce matin, Monsieur Fawzi Moualek, ce qui inquiète aujourd'hui le plus les autorités, c'est la circulation, en plus, bien sûr, de la résine de cannabis, c'est les psychotropes, puisqu'il y a eu quand même un peu plus de 1 million de comprimés qui ont été saisis récemment. C'est un problème de société, c'est un problème de société. Parce que généralement, à la base, c'est quoi? C'est des drogues de synthèse. Elles sont faciles à produire. Elles sont faciles à acquérir. Et puis, généralement, elles se confondent avec des médicaments. Donc, elles ont été quelques produits qui ont été, comme la brigabaline par exemple, elle a été introduite, elle a été classifiée comme produit psychotrope lors des récentes modifications opérées sur la loi 0418 portant sur prévention et répression de consommation et usage des stupéfiants et de produits psychotropes. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est centrale aujourd'hui, puisque nous parlons bien sûr de l'Algérie qui est engagée dans une guerre contre la drogue. La volonté aujourd'hui, c'est d'inonder notre marché. C'est une guerre qui est provoquée. On parle même de guerre de 4e génération qui cible essentiellement notre jeunesse qui est bien sûr le futur du pays et de l'Algérie pour son avenir et son devenir. Alors, vous avez parlé un peu de certains aspects liés bien sûr à cette lutte contre la drogue, les moyens déployés par la DGSN. Vous parlez de la réorganisation de la police judiciaire. En conséquence, cette réorganisation répond justement à l'ampleur de ce phénomène. Vous adaptez en conséquence, Monsieur Fawzi Moualek? Madame, vous savez, on n'est pas seul sur le terrain. C'est-à-dire, il y a nos partenaires. Les autres services sécurité, à l'instar de la gendarmerie de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale. Donc, ils sont sur le terrain, ils sont constamment sur le terrain. Donc, tous les moyens de lutte, généralement, sont mis, par exemple, au service de la lutte. Alors que, par exemple, il n'y a jamais eu un niveau de coopération comme ces derniers temps. Il y a eu même un protocole signé entre la gendarmerie et la sécurité nationale ces derniers temps. Là où il y a eu des opérations conjointes qui ont été menées, qui ont donné de très 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 bons résultats. Il y a eu des cursus de formation communs, conjoints, traitant généralement des techniques d'enquête ou des techniques de détection des produits psychotropes. Et puis il y a d'autres aussi. Vous voyez un petit peu il y a toujours un travail en commun qui est fait. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui vous adaptez en conséquence, c'est-à-dire même si c'est un travail commun avec les différents services de sécurité, que ce soit ceux du MDN ou de la DGSN ou de la gendarmerie c'est bien sûr le MDN également, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous adaptez en conséquence puisque ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui? Est-ce que cela vous inquiète également parallèlement, Monsieur Moualek, par rapport à son ampleur? Non, mais son inquiète, il ne nous inquiète pas du tout. On est là, on a les moyens et la DGSN a toujours œuvré à mettre en place une stratégie de lutte qui est vraiment adéquate et puis mettre les moyens de lutte, surtout des moyens par exemple des moyens de nouvelle génération qui facilitent quand même le travail de l'enquêteur et qui vient en appoint au travail de l'enquêteur. Et vous disposez de ces moyens aujourd'hui? On dispose de ces moyens, même le dispositif juridique, il existe. Donc, c'est-à-dire, disons, c'est un tout, quoi.
Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on a parlé bien sûr de ce phénomène de la drogue qui prend de l'ampleur aujourd'hui, au vu des quantités qui ont été saisies, au vu aussi des affaires qui ont été traitées. Vous avez donné un ordre de grandeur, puisqu'on a vu un peu plus de 32 000 personnes impliquées dans des affaires liées bien sûr au trafic de stupéfiants depuis le début de l'année, c'est-à-dire pour les 3 premiers mois de l'année en cours. Est-ce que également, par exemple, aujourd'hui, ce phénomène de la drogue trouve aussi ses origines dans les autres formes de criminalité, c'est-à-dire les ramifications des réseaux narcotrafiquants avec les autres types de criminalité, comme par exemple le terrorisme, que nous avons connu durant les années 90 malheureusement? Généralement, il y a une interconnexion entre la criminalité en général, et notamment surtout entre le terrorisme qui s'appuie généralement sur les filières de trafic, sur les filières de criminalité organisée. C'est-à-dire notamment dans la fausse monnaie, la commercialisation des stupéfiants. C'est-à-dire en vue de l'acquisition ou de financer carrément les actes. Vous voyez un petit peu ce qui se passe au Sahel, par exemple. C'est-à-dire ils ont tout le temps agi de trait d'union entre le pays voisin, notamment dans la distillation de la drogue vers d'autres contrées, comme par la Libye par exemple, vers la Libye, vers les pays de conflit, où là il y a des conflits. Donc c'est pour ça qu'il y a une interconnexion entre la criminalité en général et Oui. Et donc il y a même des groupes qui ont été, par exemple, des groupes terroristes, là où il a été récupéré de la drogue. Donc les ramifications sont connues aujourd'hui. Alors justement pour le démantèlement de ces réseaux, vous connaissez leurs itinéraires, vous arrivez à renforcer là où vous avez des soupçons, puisqu'on a vu que pour les psychotropes, les plus de millions de doses qui ont été saisies, ils proviennent du côté, ils sont venus du côté de la frontière sud du pays, à savoir Tamanrasset, pour bien sûr rejoindre le nord du pays. Et on sait aussi pour le cannabis, c'est l'ouest du pays. Monsieur Moualek. Vous voyez par exemple l'implantation des laboratoires, généralement des laboratoires de fabrication de ces psychotropes. Généralement, ils sont installés là où dans des zones de conflit, notamment par exemple au nord Niger ou bien au Mali. Là où il y a une insécurité, il y a absence totale de sécurité. Donc c'est là où un laboratoire de psychotropes, c'est quoi? C'est un petit laboratoire pharmaceutique, c'est une petite machine, c'est rien du tout, avec des molécules. Donc d'où l'ampleur de ce phénomène. Donc il y a automatiquement des complicités à l'international. Il y a des complicités à l'international, il y a des interconnexions entre des groupes agissant à l'étranger, notamment Niger, Mali, Libye. Donc vous voyez, on est entouré par exemple, et puis notre voisin qui ne nous facilite pas la tâche aussi. Donc, pour la résine de cannabis. Monsieur Fawzi Moualek, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects importants dans le cadre bien sûr de la lutte contre ce phénomène de la drogue qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre pays. La preuve étant la déclaration de Brahim Red, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, récemment, où il déclarait que l'Algérie est en guerre contre la drogue. Alors à toute situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il y a aujourd'hui les moyens déployés par la DGSN pour lutter contre ce type de phénomène. Alors il y a l'aspect lié à la lutte et l'aspect préventif à la fois. C'est le mix des deux que vous mettez en place aujourd'hui en termes de stratégie de lutte contre le phénomène de la drogue. Généralement, la stratégie de la DGSN, comme j'ai déjà dit, s'articule autour de deux volets. Il y a le volet préventif d'abord, c'est-à-dire qui est mis en avant par la promulgation, c'est-à-dire la modification de la loi 04-18. Là où le privilège l'injonction thérapeutique des sujets accros à ces drogues. Et puis il y a une reclassification par exemple des matières psychotropes qui étaient, avant ils étaient classés parmi des médicaments. Donc en absence de texte, on avait les mains liées. Et cette fois-ci, avec la reclassification de ces produits qui commencent à prendre quand même de l'ampleur dans la société, donc, disons, c'est une arme en plus pour lutter contre eux. Et aussi la création de centres régionaux
de prise en charge de sujets accros à ces drogues. Pour des opérations de désintoxication et de sevrage. Et il y a aussi même il y a la création des trucs, il y a aussi les campagnes de sensibilisation qui sont organisées généralement au niveau des écoles, au niveau des associations sportives, au niveau, c'est-à-dire avec l'aide de nos partenaires sur le terrain, notamment ceux de la société civile, des journalistes, avec la mise en place aussi, la production de quelques spots et de documentaires qui servent, par exemple, qui rentrent dans le domaine de la lutte, qui sensibilisent un petit peu plus les couches de la société quant à la dangerosité et aux méfaits que cause ce genre de pratique. Alors quand vous parlez de l'aspect bien sûr préventif, vous essayez d'aller sur le terrain de la jeunesse, quand vous parlez par exemple de l'école, de l'université et également des stades, vous essayez d'aller vers les jeunes? Généralement c'est la frange la plus ciblée. D'ailleurs c'est la frange la plus... Bon. Généralement les jeunes, c'est eux qui ont tendance à consommer le plus, et puis c'est la frange majoritaire dans notre société. Donc. Alors généralement, là où ça fait c'est-à-dire là où la drogue est prépondérante, on s'y trouve. Quand vous dites que c'est la jeunesse qui est la cible aujourd'hui, on parle de guerre de 4e génération, 5e génération, bien sûr affaiblir un État par rapport à sa jeunesse, par rapport à sa société. C'est la cible privilégiée aujourd'hui des narcotrafiquants. C'est volontaire. On a tendance à penser que c'est volontaire, puisque même le ministre de l'Intérieur a parlé de guerre contre la drogue. Avec tout ce qui se passe ces derniers temps, vraiment, on est de plus en plus sûr que c'est voulu et c'est vraiment bien orchestré, c'est vraiment orchestré. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'arrête pas d'avoir des preuves, parce qu'on nous déclare la guerre sur toutes les fronts, c'est-à-dire sur tous les trucs. C'est-à-dire c'est une guerre tout azimut. Et vous savez, madame, si vous arrivez à toucher la frange la plus majoritaire dans la société, et puis le porte-flambeau de l'avenir, si on arrive par exemple à les amoindrir, vraiment on aura un avenir, c'est-à-dire la société, il y a de quoi avoir peur. Alors, nouvelle stratégie nationale élaborée aujourd'hui, avec bien sûr en prenant en considération toutes ces données. Il est impératif aujourd'hui de réactualiser les stratégies mises en place, vous adapter en fonction bien sûr de l'ampleur du phénomène, puisque même les narcotrafiquants usent de tous les moyens pour faire écouler leurs marchandises, puisque à un moment donné, c'est vrai que l'Algérie était devenue un pays de transit, mais aujourd'hui, on change carrément pratiquement de statut pour devenir aussi un pays de consommation. Non, mais l'Algérie est toujours un pays de transit, madame. Même, c'est-à-dire que les taux de consommation locale sont dérisoires par rapport à ceux qui, c'est-à-dire généralement l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est-à-dire la situation stratégique et géographique de l'Algérie, nous classe par exemple comme un pays potentiellement ciblé par ces auteurs. On est proche de l'Europe, on est proche c'est-à-dire on est un carrefour en quelque sorte. On est c'est-à-dire à mi-chemin de toutes c'est-à-dire les destinations. Donc l'Algérie, et puis de par la superficie, qui est vraiment avec un désert incontrôlable en quelque sorte, qui nécessite des moyens colossaux en vue de sa sécurisation. L'Algérie, c'est-à-dire s'adapte à toute cette situation. Elle ne lésine pas sur les moyens. Elle a tout le temps, surtout la direction de l'Algérie, par la direction de la Sûreté nationale, elle a tout le temps mis en place, elle a tout le temps acquis, c'est-à-dire le matériel adéquat qui nous facilite, c'est-à-dire la lutte en quelque sorte contre ce fléau. Alors, une nouvelle stratégie, elle doit être axée sur quels aspects essentiels aujourd'hui, Monsieur Mouelk? La stratégie, elle demeure toujours la même, c'est-à-dire la lutte, le répressif, c'est-à-dire la répression contre tous ceux qui s'amusent, par exemple, à jouer avec la sécurité nationale, notamment la sécurité sanitaire de nos concitoyens, et le côté préventif, en vue de récupérer les franges les plus vulnérables de la société,
tels que la jeunesse et tout. D'ailleurs, même dans les modifications de la loi 04-18, il y a même l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire peut éviter, par exemple, aux primaires et aux mineurs des poursuites judiciaires en cas de poursuite thérapeutique. Et bien sûr, il y a eu durcissement des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité et 30 ans pour les groupes organisés. Ça a été annoncé bien sûr dernièrement au niveau de la PN par la loi qui a été présentée par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui est un des plus importants par rapport justement à cette lutte. Vous appuyez aussi également sur le renseignement. Vous essayez de travailler en étroite collaboration avec toutes les personnes susceptibles de permettre de réduire ou d'amoindrir ce phénomène dans notre pays, par exemple le renseignement, la dénonciation, les appels téléphoniques, les numéros verts. Vous essayez d'utiliser tous les moyens? Oui, madame, on essaie d'exploiter tous les moyens. Et je vous assure, madame, que contrairement à ce qui est en train de se dire, de ce qui est colporté, comme quoi celui qui dénonce, il sera affiché, quelque chose comme ça, son identité sera affichée. Je vous assure, madame, son anonymat est préservé. L'anonymat est vraiment préservé. Alors, vous avez le 1548 qui est vraiment à la portée de tout le monde. Surtout en matière de drogue, donc c'est-à-dire tous les appels, tous les renseignements, toutes les informations qui parviennent à nos services sont prises en considération vraiment à juste titre. Donc il n'y a pas de problème. En plus du renseignement échangé avec nos partenaires sur le terrain, nos partenaires sécuritaires. Donc là, ça nous facilite encore en plus la tâche. Alors, les moyens technologiques sont utilisés également, par exemple l'installation des caméras de surveillance au niveau des quartiers vulnérables, puisqu'on a vu parfois, il y a des descentes de police qui sont opérées au niveau de certains quartiers où l'on vend pratiquement de la drogue. C'est important également, les moyens technologiques de surveillance. Bon, madame, la drogue, elle peut être vendue n'importe où, la drogue. Mais le dispositif de caméras de surveillance installé au niveau de la capitale, surtout au niveau de la capitale et des grandes villes, nous permet quand même... Tous les quartiers, quand même, ne serait-ce qu'à titre dissuasif par exemple, de juguler en quelque sorte, ou bien de réduire l'impact de ces trafics en quelque sorte. Alors vous avez parlé bien sûr des psychotropes qui commencent aujourd'hui à inquiéter au vu bien sûr des quantités importantes qui ont été saisies. Monsieur Moualek, vous travaillez en étroite collaboration aussi avec le secteur concerné, à savoir celui de la santé, avec les pharmaciens? Absolument, madame. Ils doivent déclarer les quantités dont ils disposent. Il y a des registres, registres de police qui suivent ça, donc qui sont contrôlés, qui sont paraphés, qui sont donc. Et puis il y a aussi une sécurisation des pharmacies en quelque sorte, des officines. D'ailleurs même le législateur n'a pas lésiné sur l'OSPO. Il y a d'ailleurs même un article qui prévoit vraiment la sécurisation et la protection des pharmaciens. Se travaillant la nuit essentiellement parce qu'ils font l'objet bien sûr d'agressions par les jeunes toxicomanes pour acquérir bien sûr ces cachets. Non, c'est réduit, madame, c'est réduit. Toutes les officines qui travaillent de nuit, surtout en matière de permanence et autres, sont surveillées, sont protégées par les services de police. Parce qu'il y a un programme qui est préalablement établi, donc toutes les officines sont protégés. Alors, Monsieur Fawzi Moualek, vous êtes aussi dans l'analyse un peu criminelle. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Vous avez soulevé tout à l'heure, vous avez dit, nous sommes bien sûr, les narcotrafiquants essayent de profiter de l'instabilité au niveau de certains pays qui nous entourent. Vous avez cité par exemple la Libye pour faire bien sûr acheminer leurs marchandises via l'Algérie. Vous avez parlé un peu de certains pays également, comme le Niger. Vous avez cité le Mali également, sans parler bien sûr du Marzen, où nous savons aujourd'hui que c'est un pays qui veut inonder l'Algérie par bien sûr la résine de cannabis, et il est reconnu et attesté que c'est le premier producteur de drogue à travers le monde, et c'est bien sûr les instances onusiennes qui le déclarent ouvertement. Si c'est pas l'Algérie, c'est pas non plus la chaîne 3. Alors je voudrais revenir avec vous sur cet aspect-là, sur les narcotrafiquants. Il y a aussi des ramifications avec les réseaux de migrants. Absolument, madame. Clandestins. Je dis que toute la criminalité, il y a une interconnexion entre les criminalités. Toutes les criminalités s'entraident en quelque sorte ou se rejoignent. Se traitent aussi. Il y a une sous-traitance en quelque sorte.
les bandes qui chapeautent l'immigration clandestine, c'est des bandes de criminalité organisée. Le seul objectif et le seul souhait, c'est quoi? C'est le gain d'argent. Contre toute autre valeur humaine ou autre. Donc c'est une nouvelle traite des êtres humains. Donc il n'y a pas de... C'est-à-dire toutes les communications, c'est-à-dire toute la criminalité, toutes les criminalités se concordent et s'enchaînent et travaillent main dans la main. Alors vous avez donné un ordre de grandeur par rapport aux opérations qui ont été traitées pour les 3 premiers mois de l'année. Vous avez parlé bien sûr des affaires qui ont été résolues. Elles sont évaluées à peu près 32 742 affaires de trafic de drogue et de psychotropes au cours du premier trimestre de cette année qui ont impliqué, je reprends le chiffre que vous avez donné, 37 352 personnes. Dans les 37 352, il y a aussi l'implication des subsahariens, les migrants clandestins également, Monsieur Fawzi Moualek, sans vouloir bien sûr stigmatiser les migrants. Non, madame, c'est-à-dire, généralement, il y a des migrants, c'est-à-dire, il y a des sujets subsahariens qui sont impliqués. Eux, c'est-à-dire, quand ils viennent vers l'Algérie, c'est pour transiter vers l'Europe. Et pour moyen, c'est-à-dire, le moyen, c'est-à-dire, et l'un des moyens qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin, c'est de ramener avec eux des quantités de stupéfiants qu'ils revendront pour financer leur voyage. Il y a le lien avec la fausse monnaie également? Absolument. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Moualek, que les psychotropes, c'est facile à fabriquer. C'est un petit laboratoire pharmaceutique et vous réalisez ces psychotropes. Ça a été le cas chez nous? On a ce type de phénomène ou il n'existe pas encore? Non, généralement, ça n'a pas été enregistré chez nous. Généralement, c'est venu généralement d'ailleurs. Parce qu'il y a une réglementation qui est vraiment très stricte, qui régit, c'est-à-dire les laboratoires de production de... Mais c'est des laboratoires clandestins? C'est des laboratoires clandestins, madame. Ils ne sont pas identifiés, mais ils n'existent pas chez nous encore? Ils n'existent pas chez nous. C'est-à-dire on n'en a pas encore recensé... Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Monsieur Fawzi Moualek, aujourd'hui, pour dénoncer comment faire et comment préserver au niveau de la DGSN l'anonymat des personnes, des dénonciateurs. Qu'est-ce qui est fait pour préserver leur anonymat? Ils ne ressortent pas dans les procédures. Ils ne ressortent pas dans les procédures. C'est-à-dire ils ne sont pas, par exemple, appelés à comparaître. Ils sont pas... Donc, ce qui veut dire ils sont protégés. C'est l'anonymat tout court. Alors, autre question, vous dites que nous sommes un pays de transit. Comment est acheminée cette drogue et vers quelle destination finale, Monsieur Fawzi Moualek? La drogue, généralement, elle est destinée dans toutes les directions. La première cible, la cible potentielle, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et puis, il y a le Moyen-Orient. Il y a le Moyen-Orient. D'ailleurs, même pour arriver, par exemple, elle contourne, par exemple, vers par exemple, la Libye, Soudan, Égypte, Turquie, elle contourne et elle arrive en Europe. Les axes de transit, vous les connaissez aujourd'hui? Bon, pour les drogues dures, généralement, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, généralement, c'est... La drogue dure, c'est-à-dire cocaïne et l'héroïne. Cocaïne, héroïne. Bon, cocaïne, surtout cocaïne, elle arrive de l'Amérique latine, des pays de l'Amérique latine. Donc dans les rives occidentales de l'Afrique. Elle aboutit par exemple par exemple au Maroc. Attention au Maroc. Et puis acheminer vers l'Espagne. Il y a une autre filière qui transite de la Libye vers Soudan, Égypte et autres. Il y a des filières qui transitent directement, qui essaient par exemple d'user par exemple du Grand Sahara, qui remonte directement vers le nord d'Algérie. Il y a d'autres filières aussi, par exemple comme les psychotropes. Les psychotropes, on a dit que c'est nord Niger, nord Mali, Libye, donc vous voyez un petit peu l'impact. Et quelques trucs qui viennent aussi du Maroc, psychotropes. Il y a la résine de cannabis. C'est notre voisin de l'Ouest qui s'accapare la part du lion de ce trafic. Bon, elle exploite généralement les frontières algériennes, la bande frontalière algérienne, et puis elle essaie de s'incruster aussi dans les zones de conflit. Par exemple, au Mali, Nord Mali, d'où
la création du Mujao. C'est le Maroc qui est derrière, comme c'est prouvé et approuvé. Donc ça, c'est juste pour assurer le transit des narcotrafiquants vers les pays de Alors, vous l'Afrique. avez parlé d'un marché très lucratif, monsieur Fawzi Moualek. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des estimations financières par rapport aux quantités qui ont été saisies? Est-ce qu'on a un ordre de grandeur pour pouvoir un peu imaginer son importance? Parce que madame, la saisie, généralement, Certains disent ne représente que 5%, 5% de ce qui est écoulé. C'est la référence des Nations Unies. Voilà. C'est la référence de l'ONUDC, généralement. 5%. Et vous voyez un petit peu Parce qu'attention, le narcotrafic vient après le trafic d'armes international. Donc, et généralement, le trafic de drogue, c'est une criminalité transnationale. Là, on converge, c'est-à-dire tous les ingrédients de la criminalité. Vous avez de la drogue, vous avez des armes, vous avez des trucs, vous avez la fausse monnaie, vous avez l'immigration clandestine, donc tous les ingrédients sont contenus. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Fawzi Moualek, on adapte notre stratégie. Est-ce qu'il faut aussi engager des opérations de sensibilisation en direction de notre jeunesse contre la consommation des psychotropes? Il faut impliquer les parents également. C'est ce qui se fait, madame. La consommation de psychotropes vient en premier lieu. Parce qu'en comparaison Mais au ça ravage... prend de l'ampleur, ça vous inquiète aujourd'hui au niveau de la DGSN? Non, ça prend de l'ampleur, madame, du moment parce que c'est un phénomène de société, madame. J'ai déjà avancé que, c'est-à-dire leur acquisition est vraiment banale. Elles ne sont pas onéreuses. Elles sont facilement dissimulables. Donc, ouais, un petit peu, c'est-à-dire les psychotropes. Et puis, vous avez par exemple une petite quantité, c'est-à-dire 1 million de comprimés, dans un récipient. Donc, c'est-à-dire ça prend pas beaucoup de place en comparaison à la résine de cannabis. On peut facilement la dissimuler. On peut facilement la dissimuler. Et puis, il y a le facteur quantité aussi. Mais est-ce que vous connaissez les grands dealers qui arrivent à faire, bien sûr, permettre le passage de ces drogues au niveau de la DGSN? Vous avez un fichier des dealers? Bien sûr, madame. Est-ce qu'on peut considérer que dans ces opérations d'arrestation, vous avez de grands dealers qui opèrent aussi bien ici qu'ailleurs, qui ont été arrêtés par les services de la DGSN? Tous les grands dealers sont identifiés, sont connus, sont répertoriés, madame. Ils sont connus. Parce que généralement, c'est des gens qui s'adonnent uniquement à la criminalité. Ils ne savent pas faire quelque chose d'autre que la criminalité. Donc ils s'adonnent uniquement à ce trafic. Donc c'est pour ça que tout est identifié en quelque sorte. Et puis on vit dans une société, les services de police sont omniprésents. On domine, c'est-à-dire on couvre pratiquement tout le territoire national. Donc en matière de renseignement, d'identification, madame, la DGSN n'a jamais eu de problème. Sur les axes, par exemple, de trafic, vous renforcez la sécurité au niveau de certains axes par rapport à d'autres? Par exemple, quand vous parlez du Mali et du Sahel, vous renforcez particulièrement la surveillance au niveau de cette région avec la frontière ouest, même si la frontière ouest est bien sûr fermée. Bien sûr, madame. Bien sûr, il y a des points de passage qui sont connus, donc de par l'expérience des enquêteurs. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois ils anticipent. Il y a une anticipation aussi. Il y a un travail par exemple d'enquêteurs. La coopération internationale. La coopération internationale justement c'est un point qui a été intégré justement dans le projet de loi modifiant la loi 04-18. Il y a les livraisons surveillées par exemple. Il y a l'entraide judiciaire au niveau international. Donc c'est pour ça que c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont été faites, surtout en ancrage juridique. Alors aussi, il faut savoir aussi que les narcotrafiquants essayent de s'adapter à toutes les situations. Aujourd'hui, on peut même vendre de la drogue sur les réseaux sociaux, via Internet. Vous surveillez? Oui, madame. On a créé, par exemple, il y a un service central de lutte contre la criminalité cybernétique qui se trouve à la direction de la police judiciaire. Il y a des cellules de veille cybernétique au niveau de toutes les sûretés du territoire national. Donc on est omniprésent. C'est-à-dire le cyberspace est vraiment scruté et contrôlé
Et surveiller. Et surveiller. Bon, pas contrôler, surveiller, c'est-à-dire on a 24. Donc, et puis, chez nous, par exemple, le commerce, le e-commerce, commence à avoir le jour. Il n'est pas vraiment réglementé, c'est-à-dire il n'est pas encore... donc, c'est pour ça qu'on... Ça vous inquiète également par rapport à ça? Et on a tendance généralement à s'impliquer là-dedans. Par rapport au e-commerce qui n'est pas encore contrôlé. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente, qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Fawzi Mouelek, vous êtes bien sûr dans la répression et la lutte contre la drogue, vous êtes aussi dans l'analyse un peu judiciaire. Selon votre expérience, y a-t-il des indicateurs ou des comportements qui peuvent alerter les parents contre le basculement éventuel de leurs enfants dans tout type de drogue? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez tout type de drogue. C'est-à-dire psychotropes, la résine de cannabis, qui pourrait être accessible, c'est-à-dire qu'ils deviennent consommateurs de drogue. Parce que la drogue, la consommation, à partir du moment où l'usage et la consommation, c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. S'ils commencent à demander trop d'argent, c'est qu'il y a d'argent, c'est qu'il y a une alerte qui... Il faut surveiller. Et il faut surveiller, puis il y a le comportement aussi. Il y a les comportements. Il y a ceux qui rentrent tard à la maison, par exemple, les adolescents qui rentrent tard. Il y a le phénomène de la violence aussi. Il y a la violence, il y a la fréquentation, il y a les mouvements de masse, par exemple, les supporters, par exemple, et autres. Il y a des mauvaises fréquentations. Au niveau des établissements scolaires, comment faire, puisqu'on sait que même ces drogues circulent au niveau des écoles, des lycées, des CEM et même à l'université. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait surveiller, il faudrait impliquer aussi le corps enseignant, madame. Le corps enseignant et le directeur d'établissement. Est-ce qu'on peut considérer que dans le dispositif, bien sûr, pénal qui a été adopté récemment, on fait la distinction entre le dealer, le revendeur et le consommateur? Absolument, madame. Notamment les primo-consommateurs, c'est-à-dire les jeunes, pour éviter de les incarcérer. Parce qu'avant, vous vous trouvez avec quelque chose et on vous embarque. Non, on a tendance jamais, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, ça. Généralement, surtout les gens garnisans et tout ce qui s'ensuit, on essaie, c'est-à-dire de les récupérer contre... c'est-à-dire on essaie de les récupérer beaucoup plus, de les récupérer qu'autre chose. C'est la raison pour laquelle on insiste maintenant sur la question de la désintoxication. Et l'injonction thérapeutique aussi. Monsieur Fawzi Mouelek, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Et à demain. Merci madame.